Ceux qui connaissent bien One Piece se souviennent très probablement de la mort de Ace, le grand frère de Luffy. On a chialé comme pas possible, et vous avez sûrement insulté l'amiral de la marine qui l'a éliminé, Akainu. En tout cas, c'était le cas pour moi. Sauf qu'en y réfléchissant, cet événement est certes l'un des plus cultes et tristes de toute l'œuvre, mais est-ce que c'est vraiment l'un des passages les plus sombres? Selon moi, non. Parce que si Oda, l'auteur du manga, est capable de te balancer des persos badass et des îles de rêve, il a aussi un talent plus vicieux, celui de créer des scènes marquantes par leur atrocité. Durant toute son œuvre, on découvre énormément d'histoires glauques et cruelles. Entre traumatisme, esclavage et système corrompu, laissez-moi vous parler des épisodes les plus sombres de One Piece. Personnellement, s'il y a bien un épisode qui m'a mis mal, c'est la mort du Vogue Mary. C'était pas juste un bateau, mais un compagnon de voyage qui a porté les chapeaux de paille pendant une longue partie de leurs aventures. L'équivalent pour un youtubeur comme moi, c'est clairement mon PC. Je fais rien sans lui, et il m'accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments. Sauf que le mien vient justement de connaître une fin aussi tragique que le Vogue Mary. Il a rendu l'âme en plein pendant la finalisation de la grosse vidéo qui est normalement sortie juste avant celle-ci. Enfin, j'espère qu'elle est enfin sortie, sinon je pète un plomb. Et ceux qui m'ont sorti de cette galère, c'est Even. Even, c'est une marque française qui monte et vend des PC au meilleur prix. Ils ont fait le choix de ne pas faire des marges de fou pour qu'à la fin vous puissiez avoir le prix le plus juste possible et pas claquer tous vos berries dans un truc qui n'en vaut pas la peine. Par exemple, récemment certains composants comme la RAM augmentent en prix. Genre certains modèles ont fait x2. Et Even, au lieu de monter aussi leur prix parce que monter un PC leur coûte plus cher, ils ont décidé de réduire leur marge pour compenser la différence. Si vous voulez une machine de guerre qui aurait pu être fabriquée par Franky, c'est possible. Et si vous êtes plus du style à tout miser sur le flow, vous allez évidemment aussi trouver des trucs qui vous plaisent. Moi, ils m'ont fait une config sur mesure en fonction de mes besoins. C'est le PC Toon. Il sort de l'ordinaire et c'est ce que je voulais. J'en suis giga satisfait. Mais sinon, il y a énormément de choix, comme l'Even Archangel en édition limitée. D'ailleurs, si vous avez besoin d'autre chose que d'un ordinateur, ils l'auront sûrement. Mais si tu veux des périphériques, comme une souris ou un clavier, ça ils ont. Que ce soit des grosses marques très réputées ou des moins connues et moins chères, mais de très bonne qualité. Et si jamais vous avez le moindre problème, Even a un très bon SAV. Il y a même un serveur Discord où vous pouvez leur parler. Ouais, les mecs sont passionnés. Ils ont aussi une page Maxisport, un site ultra connu qui travaille avec les meilleures marques. Si jamais ça vous intéresse, en ce moment Even font des promos. Du 1er au 30 novembre, il y a le Black Mouse. Un peu comme le Black Friday mais sur un mois. C'est pas mal. Et même le PC Even Archangel en édition limitée dont je vous ai parlé est en réduction. Et évidemment, j'ai même un code promo pour vous, Toon, pour ne pas payer les frais de port. Et sur un PC qui pèse très lourd, ça peut aller vite. Et si malgré ça, ça reste un gros budget pour vous, comme un PC c'est un investissement que vous allez garder sur plusieurs années, Even propose des paiements en 4 fois sans frais ou jusqu'à 48 fois si vous avez besoin. Ça fait 4 ans, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Bref, merci à Even de soutenir cette chaîne. Je vous mets tous les liens en description et en commentaire épinglé. Au départ, franchement, Kuma on pouvait pas le saquer. Mais si tu vois ce grand nounours terrifiant là, dis-toi que c'est l'un des 7 pirates les plus dangereux sous contrat avec le gouvernement, qu'on appelle un Shichibukai. C'est quand même le gars qui malaxe Zoro à Thriller Bark, une île bizarre bien glauque avec ses zombies. On parle quand même du vice-capitaine de l'équipage du chapeau de paille. Il s'est fait fumer comme pas possible par l'autre avec ses patounes, jusqu'à être forcé à porter toute la douleur de Luffy. C'est aussi Kuma qui bat et sépare tout l'équipage du héros sans aucune difficulté à Sabaody, un archipel chelou avec ses bulles géantes. Je suis déjà... Ah oui, quand même. De l'extérieur, c'est un mec froid, inhumain, qui obéit au gouvernement mondial sans jamais broncher. Mais derrière ce monstre de puissance, il y a en fait un cœur brisé et une histoire tragique qui change complètement la façon dont on le voit. Avant de devenir une arme de guerre, bah c'est juste un enfant. Mais pas n'importe lequel. Il est né Buccaneer, une race humanoïde méprisée. Et rien que ça, dans le monde de One Piece, c'est une condamnation. À 4 ans, il est capturé avec ses parents par ceux qu'on appelle dragons célestes. En gros, l'élite pourrie. Ce sont des nobles arrogants qui se prennent pour des dieux et traitent les gens comme des esclaves. Littéralement. Kuma voit son père exécuté froidement sous ses yeux, mais avant de mourir, ce dernier lui parle de Nika, le dieu libérateur. Une légende qui deviendra le seul repère de ce garçon dans un monde qui veut le détruire. Puis arrive God Valley, une île mystérieuse aujourd'hui effacée de toutes les cartes. C'est là qu'a lieu un événement horrible, une véritable chasse à l'homme organisée par les dragons célestes. Kuma, encore enfant, est littéralement traqué comme du gibier. C'est là qu'il rencontre Ivankov et Ginny, ses futurs compagnons de fuite. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il trouve et mange le Nikyu Nikyu no Mi, le fruit des coussinets. Petit rappel, dans One Piece, les fruits du démon donnent un pouvoir unique, mais qui te condamne à couler comme une enclume dès que t'es dans l'eau. Celui de notre perso est particulier. Avec ses petites patounes à l'apparence très mims, il est capable de repousser tout ce qu'il touche. Ça peut être des attaques, des personnes, des douleurs, en gros tout peut être expulsé d'un simple contact. Son premier réflexe n'est pas de s'en servir pour tuer, mais pour libérer. Ce jour-là, Kuma sauve des esclaves en les aidant à s'échapper. Ironie cruelle, quand on sait qu'il finira lui aussi enchaîné par le gouvernement mondial, réduit en armes et privé de sa liberté. Des années plus tard, il
il reste fidèle à lui-même. Utilisant son pouvoir pour absorber la douleur des autres, notre gars devient alors une véritable figure de bienveillance au point d'être vu comme un roi par son peuple. Mais pour les hautes sphères, impossible de laisser un homme pareil défier leur autorité. Alors pour salir son image, ils réécrivent son histoire. Dans les archives officielles, Kuma n'est plus un souverain protecteur. On veut le faire passer pour un tyran. Et ce mensonge reste gravé pour l'éternité. Pour ne rien arranger, Kuma tombe éperdument amoureux de Ginny, sa camarade de fuite lorsqu'ils étaient plus jeunes. Sauf que malgré ses sentiments, il ne se mettra jamais officiellement avec elle. Leur fuite les a toujours placés dans la survie, pas le temps pour l'amour. Elle est finalement enlevée par un dragon céleste, puis obligée de refaire sa vie ailleurs et meurt par la suite d'une maladie rare. Avant de s'éteindre, elle laisse derrière elle une fille, Bonnie. Kuma décide donc de l'élever comme son propre enfant. Rien qu'avec ça, même le plus fort des hommes ne peut pas rester de marbre. Mais le destin continue de s'acharner. Bonnie est frappée par la même maladie que sa mère et voit son espérance de vie réduite. Kuma n'a alors qu'une seule idée en tête, la sauver à n'importe quel prix. Il se tourne donc vers Vegapunk, un scientifique de génie et le seul capable de trouver un traitement. Ce dernier accepte, mais un homme du nom de Saturne s'interpose, membre des Gorosei, les plus hauts gradés du gouvernement. Il surveille tous les projets du savant et impose ses propres règles. Impossible donc d'agir sans son accord. Malheureusement, ce que Saturne demande est terrible. Si Kuma veut sauver sa fille, il doit se sacrifier, devenir Shishibukai, se transformer en cyborg au service du gouvernement et enfin perdre sa volonté, son humanité et son identité. Notre personnage n'a pas le choix et accepte, même si ça va à l'encontre de ses valeurs. À partir de là, son esprit disparaît peu à peu et il devient PX0, le premier pacifista. Un robot au corps blindé avec une conscience effacée. Cependant, avant que sa dernière flamme d'humanité ne s'éteigne totalement, notre homme laisse une ultime trace de sa bienveillance. Lorsqu'il rencontre Luffy, Kuma voit en ce garçon un espoir et décide de tout miser sur lui. Et il a bien fait, parce que tout l'équipage du chapeau de paille soutient inconditionnellement son capitaine, même quand il décide d'affronter les dragons célestes. Bref, c'est pour ça que notre Shishibukai ne les a pas tués sur Sabaody, mais les a envoyés sur des îles différentes pour qu'ils puissent s'entraîner et progresser. Puis Kuma demande à Vegapunk d'être programmé pour protéger le Thousand Sunny, le bateau de l'équipage. Ça a été son ultime geste, et c'est là qu'on comprend. Il n'a jamais été ce tyran froid qu'on croyait. C'était un enfant brisé par l'esclavage, un roi sali par la propagande, et un père prêt à tout donner pour sa fille. Durant sa vie, il a porté toutes les douleurs du monde, jusqu'à repousser définitivement la sienne. Derrière l'arme de guerre qu'on voyait, il y avait en fait un martyr, un homme qui a tout perdu pour que les autres puissent encore avoir une chance de vivre. Quand on pense à Luffy, on imagine immédiatement son sourire, son optimisme et surtout son refus de tuer ses adversaires, peu importe leur cruauté. Il tabasse des gens, renverse des empires, mais ne va jamais jusqu'au bout. C'est ce qui le rend si lumineux, même dans les moments les plus sombres. Pourtant, il existe une exception. Un moment où Luffy franchit cette limite interdite. Dans le film 6, le baron Omatsuri et l'île secrète, l'ambiance change du tout au tout. Et pourtant, le scénario paraît classique. L'équipage débarque sur une nouvelle terre mystérieuse attiré par la promesse d'un grand festival. Là-bas, il rencontre le baron Omatsuri, un personnage excentrique qui les défie à travers une série d'épreuves pour gagner le droit de participer à la fête. Mais très vite, on sent qu'il y a un truc pas net. Tout le monde est bizarre, genre regardez ça. Laisse-moi tout d'abord me présenter. Je m'appelle Brief, capitaine des pirates à la moustache. Je crois que t'as un truc dégueu là qui pend du nez. Tu vois pas que c'est une moustache? Très vite, les épreuves deviennent cruelles, humiliantes, et l'ambiance joyeuse se transforme en un piège macabre. Peu à peu, les amis de Luffy disparaissent, engloutis par l'île et ses illusions. Créées par le baron, ces dernières peuvent jouer avec ta peur et ta douleur. Tu l'auras compris, mais tout ça ne sont que des mirages pour pousser l'équipage du chapeau de paille à la folie. Notre héros se retrouve alors tout seul et forcé d'affronter une vérité terrifiante. Le baron Omatsuri n'est pas seulement un hôte assez space, c'est un homme détruit par son passé. Autrefois, il avait un équipage qu'il aimait plus que tout, mais ils sont tous morts et il n'a jamais accepté cette perte. Pour combler ce vide, il fait appel à une plante démoniaque, la Lily Carnation, capable de recréer artificiellement ses compagnons disparus. C'est donc elle qui crée toutes les illusions de l'île, et les touristes qui débarquent servent de nourriture à ses clones. Sympa! Le combat entre Luffy et le baron est glaçant. Ce n'est pas juste un affrontement de pirates, c'est l'opposition entre deux hommes accablés par la solitude. Notre héros, incapable d'imaginer sa vie sans ses amis, face à Omatsuri, prêt à tout sacrifier pour conserver l'illusion d'avoir encore les siens. Le duel est si violent qu'à la fin, Luffy n'a pas d'autre choix que de détruire la plante pour que tout rentre à la normale, avant de finalement porter un coup fatal au baron.
Ce n'est pas de la vengeance, mais c'est le seul moyen de briser ce cycle. Son adversaire n'est plus qu'un pantin enfermé dans sa propre solitude, prisonnier de la plante et de ses illusions. En le tuant, Luffy met fin à son calvaire, comme s'il lui offrait une délivrance. Ce moment nous choque parce qu'il rompt avec tout ce que notre capitaine représente. Il est obligé d'en finir avec un ennemi à l'histoire tragique. Omatsuri n'était pas un tyran comme les autres, c'était juste un homme incapable de faire le deuil de ses camarades. C'est ce qui rend cette mort si lourde. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire n'est pas canon. Et on sait maintenant ce que ça donne quand Luffy franchit la ligne rouge qu'il s'était imposée. Parmi tous les thèmes sombres abordés dans One Piece, il y en a un auquel on pense forcément, le racisme. C'est une blessure profonde qui traverse tout l'univers d'Oda et montre que la cruauté ne s'exprime pas seulement dans les batailles, mais aussi dans le mépris, la haine et la domination d'un peuple sur l'autre. On le découvre d'abord avec les dragons célestes. Ces soi-disant dieux qu'on a déjà vus plus tôt sont la représentation même de l'arrogance et de la déshumanisation. À Sabaody, Charlos, l'un d'eux, n'hésite pas à tirer sur un innocent pour s'amuser, puis tente d'acheter une sirène comme si sa vie n'avait aucune valeur. Ah oui quand même. Face à cette scène, tout le monde détourne les yeux, paralysé par la peur du gouvernement mondial qui protège ces monstres. À ce moment-là, on réalise que l'injustice n'est pas seulement une question de force, c'est un système. Mais cette hiérarchie raciale ne s'arrête pas aux dragons célestes. Elle gangrène aussi les relations entre humains et hommes-poissons. Un peuple sous-marin à l'apparence hybride, moitié humain, moitié poisson, capable de respirer dans l'eau et doté d'une force physique 10 fois supérieure à celle des hommes. Écoute, c'est One Piece, on peut trouver de tout. Fisher Tiger en est l'incarnation tragique. Ancien esclave lui-même, il parvient à s'échapper et décide ensuite de retourner à Marijoa, la terre sainte où vivent les dragons célestes, pour libérer tous les captifs humains et hommes-poissons. Un acte héroïque qui fait de lui une légende, mais qui a aussi renforcé la haine des humains contre les siens, et plongé encore plus son peuple dans la souffrance. Suite à ça, certains hommes-poissons, comme la défunte reine du peuple, ont rêvé d'une paix durable. Mais d'autres, à l'image d'Odie Jones, un soldat des hommes-poissons qui a grandi dans la haine des humains, ne veulent que vengeance. En affrontant ce dernier, Luffy ne combat pas seulement un adversaire, il brise le cycle d'une haine ancestrale, née du racisme et de l'injustice. Et comme si cela ne suffisait pas, Oda nous confronte à une forme encore plus perverse de ce mépris avec les Tontatta. Ce sont des nains vivant cachés à Dressrosa. Un peuple minuscule, naïf et incroyablement gentil qui croit encore à la bonté des autres. Sauf que c'est justement leur innocence qui les condamne. Sous le règne de Doflamingo, pirate redoutable et un des antagonistes majeurs de One Piece, ils ont été réduits en esclavage. Mais pas seulement. Ils sont moqués pour leur taille et exploités dans du travail forcé. Le contraste est d'autant plus choquant. Leur rire et leur obéissance ne sont pas naturels, mais imposés par une société qui les considère comme des insectes. Ces exemples se répondent, chacun révélant une facette différente du même fléau. Et face à tout ça, Luffy ne se contente pas de tabasser des méchants. Chaque ennemi qu'il abat, chaque oppression qu'il fait tomber, c'est une façon de rappeler que One Piece n'est pas seulement une histoire d'aventure, c'est aussi une lutte contre la haine et l'injustice. Si je vous demande quel est le fruit du démon le plus terrifiant, vous pensez à quoi? Incapable de déclencher des tremblements de terre et de briser le monde en deux? Ou avaler tout dans les ténèbres et neutraliser les autres pouvoirs? Peut-être même se transformer en dragon invincible? Bref, quand on pense fruit terrifiant, on pense à un pouvoir destructeur et digne des plus grands monstres de ce monde. Mais en réalité, celui qui selon moi est le plus effroyable dans tout One Piece, c'est un fruit qui ne donne presque rien. Une création artificielle. Un échec scientifique vendu comme une arme, le Smile. À la base, l'idée est simple. Fabriquer en masse des fruits du démon pour bâtir une armée invincible. C'est César Clown, un savant fou, qui l'a créé. Doflamingo a fait tourner le trafic, et Kaido, un antagoniste très puissant, l'a donné à ses troupes. Mais la vérité derrière cette invention est une pure horreur. Sur 10 personnes qui mangent un Smile, une seule obtient réellement une transformation animale surpuissante. Les 9 autres perdent la capacité de nager comme avec un vrai fruit, mais surtout, ils perdent la capacité d'exprimer la moindre tristesse. Leur corps devient une prison à façade souriante. Ils ne peuvent plus pleurer ou s'énerver. Leur seule réaction face à la douleur, c'est de rire quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'on les appelle Smile. Ironique comme nom, hein. Le cas le plus choquant, c'est celui d'Ebisu, un village de pauvres habitants, affamés et abandonnés, qui a été contraint de consommer ses fruits pour survivre. Résultat, tout un peuple condamné à rire, même dans la misère la plus horrible. Et je crois que le plus atroce, c'est la scène où Yasui, l'une des victimes de ces fruits, est exécutée publiquement. Les villageois qui l'adoraient ne peuvent pas s'empêcher d'éclater de rire devant sa mort. Dis-toi que même sa propre fille, Toko, rit à gorge déployée en voyant son père tomber, incapable d'exprimer ce qu'elle ressent. C'est pour ça que le Smile est sans doute le fruit le plus terrifiant. Il ne détruit pas des îles, ne plonge pas le monde dans le néant et ne tue pas vraiment de gens. Parce qu'à défaut de te faire du mal physiquement, il t'attaque dans ce que tu as de plus profond, ton humanité.
One Piece, c'est vraiment un monde à part. On y voit des peuples opprimés, des hommes-poissons, des fruits du démon terrifiants, des créatures effrayantes de toutes sortes. Sauf que parfois, le vrai monstre, c'est celui que la société désigne comme tel. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Chopper. Avant d'être le médecin au grand cœur de l'équipage, il n'était qu'un petit renne. Mais un peu différent des autres. Parce qu'un jour, il tombe sur le fruit de l'humain et le mange. Ce fruit lui donne une apparence humanoïde, il peut désormais parler et penser comme nous. À partir de là, tout change. Car il n'est plus vraiment un animal, mais pas un homme non plus. Coincé entre deux mondes, rejeté par les siens qui le traitent de monstre et par les humains qui le voient comme une bête, est-ce qu'on peut vraiment faire pire que ça? C'est ça l'enfance de Chopper. Et puis un jour, il croise un vieil homme assez spécial, le docteur Iluluk, un médecin marginal connu pour ses méthodes douteuses mais aussi pour son immense cœur. Là où tout le monde voyait un monstre, lui voit un enfant perdu. Il lui tend la main, l'accueille et lui donne même un nom, Tony Chopper. Pour la première fois de sa vie, le petit renne a une maison, un père, quelqu'un qui croit en lui. Sauf que le bonheur ne va pas durer très longtemps. Oui, tu vas mourir. À ton avis, j'ai combien de jours à vivre? Tu seras mort dans 10 jours. À 17 heures, tu ne souffriras plus. 10 jours, c'est suffisant. Iluluk est malade, très malade même. Et dans son désespoir de le sauver, Chopper fait une erreur fatale. Le renne tombe sur un vieux livre de médecine et croit trouver le remède miracle, un champignon appelé l'amyudake. Mais en réalité, c'est un poisson. Convaincu qu'il sauvera son père, notre médecin en herbe se lance dans une quête désespérée. Chopper affronte même ses anciens congénères pour ramener ce champignon maudit. Lorsqu'il revient couvert de blessures, il le donne à Iluluk avec tout l'amour du monde. Le docteur regarde ce que son fils lui rapporte et comprend. C'est la fin. L'amyudake ne le sauvera pas. Pourtant, au lieu de briser l'espoir de Chopper, il préfère lui dire qu'il a fait de son mieux, sans révéler que le champignon ne changera rien à sa maladie. Iluluk ne dit pas la vérité, non pas pour se sauver, mais pour protéger son fils de la culpabilité et lui laisser croire qu'il l'a aidé. Avant de mourir, notre homme décide d'agir une dernière fois. Et c'est là que tout bascule. Alors qu'il s'avance vers le château de Drum Island pour soigner des malades qu'il croit enfermés là-bas, il tombe en réalité dans le piège de Wapol, ancien tyran de l'île. Ce dernier fait venir la marine pour éliminer tous les médecins du royaume et garder le monopole des soins. Iluluk se retrouve donc face aux soldats, prêt à défier la mort plutôt que d'abandonner son idéal. À ce moment, tout s'arrête. Le médecin quitte ce monde en paix avec lui-même. Imaginez la scène. Chopper, persuadé d'avoir sauvé son père, voit son monde s'écrouler. Non seulement son remède n'a rien fait, mais l'homme qui l'a recueilli est tué sous ses yeux. À ce moment-là, il ne reste rien. Juste un petit renne, seul dans la neige, condamné à porter toute sa vie la culpabilité d'avoir précipité la fin de son unique famille. Et c'est ça qui rend l'histoire de Chopper aussi déchirante. Derrière le médecin souriant et maladroit qu'on adore tous, il y a un enfant brisé et rejeté, qui a fait l'erreur de croire qu'il pouvait tout soigner. Il a vu la marine lui arracher son seul repère et a transformé sa douleur en un rêve. Devenir le meilleur médecin du monde et trouver un antidote à toutes les maladies. Ce qui rend l'histoire de Chopper encore plus marquante, c'est qu'elle n'est pas isolée. Chez les chapeaux de paille, chaque membre cache une cicatrice. Derrière les rires se trouvent aussi des larmes. Voilà ce qui fait la vraie force de cet équipage. Nami, la navigatrice de l'équipage, grandit dans un véritable cauchemar. Arlong, un homme poisson et chef d'un équipage de pirates, a envahi son village, assassiné sa mère, puis l'a réduite en esclavage en la forçant à voler de l'argent pour racheter la liberté des siens. Imaginez, une enfant condamnée à sourire devant les meurtriers de sa famille juste pour gagner du temps. Pendant des années, elle porte ce fardeau seule, convaincue que personne ne viendra la sauver. Pour Robin, notre archéologue, c'est encore plus cruel. À 8 ans seulement, elle voit son île, Ohara, être effacée de la carte par un Buster Call, une opération de destruction massive. Toute sa famille, ses professeurs, ses amis brûlent vifs sous les tirs de la marine. Elle reste la seule survivante. Dès ce jour, le gouvernement la déclare ennemie du monde. Pas comme une criminelle ordinaire, mais comme une enfant à abattre. Robin ne perd pas seulement sa maison, elle perd le droit d'exister. Sanji, le cuistot de la bande, subit une autre forme de rejet. Ce ne sont pas des étrangers, c'est sa propre famille. Né dans la prestigieuse famille des Vinsmoke, il est humilié et enfermé comme un raté, incapable de rivaliser avec ses frères et sœurs surhumains. Son père le juge inutile et cherche à effacer jusqu'à son existence. Franchement, c'est horrible. C'est Zeph, un ancien pirate devenu cuisinier, qui le sauve. Prêt à sacrifier une jambe, le cuistot lui transmet un message simple. Tu as de la valeur. Brooke, le musicien squelettique de l'équipage, porte le passé le plus glaçant derrière son sourire et ses blagues. Mortel, il assiste à l'agonie de ses compagnons, un par un, jusqu'à leur disparition. Seul avec sa propre carcasse, il erre pendant 50 ans sur un navire fantôme. 50 ans à attendre, à parler à personne, juste avec le souvenir de son équipage mort et une chanson pour tenir debout.
Zoro n'est pas en reste. Avant de devenir le chasseur de pirates, c'est juste un gamin avec un sabre en bois. Son unique rival, Kuina, meurt brutalement, brisant leur promesse de devenir les meilleurs épéistes du monde. Alors Zoro prend sur ses épaules le poids de son rêve et celui de son ami disparu. Depuis, chaque combat est mené pour deux. Usopp, le tireur d'élite du groupe, est souvent vu comme un baratineur et un trouillard, mais il cache un cœur brisé. Son père est parti en mer, sa mère est morte de maladie et lui se retrouve tout seul. Gamin, il a souvent crié « Les pirates arrivent » pour que quelqu'un l'écoute. Sa lâcheté apparente n'est en réalité que la carapace d'un enfant qui a toujours peur d'être abandonné. Franky, le charpentier cyborg de l'équipage, a perdu tout ce qu'il avait à cause d'un choix. Petit génie de la mécanique, il voit son maître, Tom, exécuté par le gouvernement mondial pour avoir construit un bateau interdit. Plutôt que de les défendre à ce moment crucial, il choisit d'honorer les valeurs de son mentor. C'est un gamin qui porte depuis la culpabilité d'avoir été trop faible pour protéger celui qui croyait en lui. Son corps, détruit après un accident, le reconstruit lui-même, comme pour masquer ses blessures intérieures. Et puis, même Luffy qu'on imagine insouciant et invincible, a connu la tragédie. Petit, il a perdu ses frères de cœur. Heureusement, il retrouve Ace, l'un d'eux. Ah, décidément. Derrière son sourire constant se cache la douleur de quelqu'un qui apprend trop tôt que protéger les siens peut coûter la vie. Chaque membre de l'équipage porte une tragédie. Plutôt que de les briser, ces douleurs les rapprochent et les rendent plus forts. Ils ont trouvé en Luffy plus qu'un capitaine, un frère. C'est une grande famille de fortune reconstruite sur les ruines de leur vie passée. C'est pour ça qu'ils rient aujourd'hui. Pas parce qu'ils ont oublié, mais parce qu'ils ont décidé d'avancer ensemble malgré leurs blessures. Est-ce qu'il n'y a que des gens mauvais dans la marine? Non. Même si elle est souvent à l'origine des malheurs, on trouve encore de bonnes personnes dans ses rangs. Parmi elles, Garp qui refuse de se plier aveuglément aux ordres, Koby qui incarne l'innocence et la justice, ou encore Aokiji qui suit son propre sens moral. Mais celui dont il est question ici, c'est Don Quichotte Rocinante. Contrairement aux autres, sa bonté n'a jamais été reconnue publiquement. Sa célébrité existe uniquement dans l'ombre, et la seule personne qui connaît vraiment son sacrifice, c'est Trafalgar Law. Rocinante, plus connu sous le nom de Corazon, est le petit frère de Doflamingo qu'on a déjà vu. Rien que ça, c'est déjà un paradoxe dans la même famille où l'un a choisi la haine et le pouvoir absolu, l'autre a préféré la bonté et la compassion. Et cette opposition, c'est ce qui l'a mené à sa perte. Corazon, en apparence, fait partie de l'équipage de Doflamingo, jusqu'à occuper un poste de cadre. En secret, il travaille pour la marine. C'est un infiltré chargé d'espionner son frère. Dans ce contexte, notre agent double croise le chemin de Law, un gamin condamné par une maladie incurable, rejeté par tous, mais porteur d'un potentiel immense. Il est très intelligent et prêt à tout pour survivre. Pour Doflamingo, Law n'est donc pas un enfant. C'est une arme, un outil parfait pour réaliser ses ambitions. Mais Corazon, lui, ne voit pas un instrument. Il reconnaît surtout un enfant en détresse. Alors, il prend une décision insensée. Enlever Law et parcourir le monde pour chercher un remède. Pendant des mois, Corazon enchaîne les échecs, jusqu'à comprendre qu'il n'existe qu'une seule chance de sauver le gosse, le fruit du bistouri. Dis-toi que ce fruit légendaire donne à son utilisateur des pouvoirs de chirurgien divin, capable de tout opérer, jusqu'à offrir l'immortalité au prix de sa propre vie. Le problème, c'est que Doflamingo le veut aussi. Pour lui, c'est une pièce maîtresse de son plan de domination, tandis que pour Corazon, c'est l'unique espoir d'un enfant. Alors il trahit son frère et vole le fruit, quitte à se condamner. Grâce au fruit de la sourdine, pouvant créer une bulle où aucun son ne s'échappe, notre héros réussit à protéger Law. Mais... c'est son ultime sacrifice pour protéger le gamin qu'il a recueilli. Pendant que Doflamingo abat froidement son frère de sang, Law n'entend rien. Pas les cris, pas les supplications, rien. Ce qui rend cette histoire aussi triste, c'est qu'au final, Corazon perd tout. Sa famille le rejette, la marine ne l'honore pas, dans l'histoire officielle, il reste un traître mort dans l'ombre. Mais pour Law, c'est tout le contraire. C'est celui qui lui a donné une raison de continuer à vivre, celui qui lui a prouvé que la bonté pouvait exister même dans les endroits les plus corrompus. Corazon, c'est l'anti-Doflamingo. Il choisit la lumière alors qu'il est né dans les ténèbres. Et même si le monde l'oublie, son héritage reste vivant à travers Law. Et ce, pour toujours. Au final, One Piece est un monde d'ombre et de douleur. Que ce soit à travers des choix déchirants, des peuples opprimés ou de la souffrance pure, tout le monde dans cet univers porte des cicatrices. Pourtant, parfois, un seul geste suffit à changer un destin et rallumer l'espoir. Et malgré la cruauté, tous gardent la conviction qu'au cœur de ces ténèbres, une lumière attend d'éclater au son des tambours de la liberté.